déplacer un petit peu pour laisser donc ne pas avoir de douleur sur la figure. La louche. C'est bon comme ça, la lumière? Non. Non, c'est bon? Ouais. Un peu moins de lumière. Mais... Oui, ça va aller. Oui. Bien, bonsoir. Moi, je vais aborder le conflit un petit peu par la bande, c'est-à-dire par mon thème de prédilection, qui est la question de la sylviculture dans la région. Quand je parle de la région, je parle bien sûr de l'Uruguay. Je parle de l'Est argentin, des provinces, de mettre une carte plus claire, les provinces argentines de Misiones au nord, Corrientes y Entre Ríos. Et la région, c'est bien sûr évidemment aussi le Rio Grande do Sul, l'État méridional du Brésil. Et donc, je vais tenter d'aborder le conflit, de m'en poser quelques questions ou soulever quelques thèmes principaux autour du conflit, non pas en le considérant d'abord comme une opposition Argentine-Uruguay, mais comme la manifestation d'un changement essentiel des 20 dernières années, qui est la modification profonde des modes et des types de production dans la région. Il n'y a pas que le soja qui fait naître l'Argentine, le sud du Brésil et l'Uruguay, il y a aussi la sylviculture. C'est une nouvelle série de modes de production. Et Fray Bentos s'explique en partie par la façon différenciée dont répercute ce phénomène régional au niveau local. Au niveau local, mais aussi au niveau des sociétés et des façons dont les sociétés se représentent leur environnement et les conflits qui entraînent. Alors, je pense qu'une grande partie du conflit s'explique par des incompréhensions réciproques de part et d'autre, et peut-être que quelques thèmes que je vais évoquer permettront d'éclairer certaines choses. Alors, le premier point que je voulais aborder, c'est d'abord rappeler que Fray Bentos, c'est d'abord l'expression ou la conséquence d'un choix de développement territorial, compris les pays de la région, mais d'abord l'Uruguay, de développer de façon massive la sylviculture. Alors, depuis 20 ans environ, ces trois groupes de territoires, le sud brésilien, l'est argentin et l'Uruguay, parient sur le développement de la sylviculture et de son segment industriel, donc d'une part les scieries, mais pas partout, et surtout la production de cellulose. Alors, ce phénomène, il est d'abord massif, et il consiste à planter sur la prairie naturelle de la région, soit des pins, vous avez ici du haut, soit des eucalyptus, et les paysages que vous obtenez sont un peu de ce type-là. Vous avez en vert foncé les plantations, puis en vert la prairie, et enfin, en fond de vallée, une forêt naturelle. Donc, ce que je disais d'abord, c'est que ce phénomène, il est massif. Toute la région s'est couverte en 10-15 ans de plantations. Il est massif, en Uruguay notamment, où en moins de 20 ans, le pays est passé de moins de 100 000 hectares plantés, à partir d'arbres exotiques, à près de 800 000 hectares aujourd'hui. C'est vraiment la force du phénomène. Il est massif, mais également inégal, puisque, chose souvent un peu particulière par rapport à ce à quoi on est habitué dans la région, c'est l'Uruguay qui est à la pointe du, entre guillemets, progrès dans ce domaine-là, puisque c'est le premier pays de la région à avoir pris dès 1987 des mesures fiscales pour inciter les entreprises à planter, puis finalement à produire de la cellulose. L'Argentine et le Brésil ont pris aussi des mesures, mais avec un certain décalage. Donc on a un peu ce paradoxe-là. Brésil et Argentine avaient depuis plus longtemps des usines de cellulose, depuis plus longtemps planté des espèces exotiques, mais à une moindre échelle. L'Uruguay, ce qu'il a fait, c'est un plan massif d'incitation fiscale qui fait qu'aujourd'hui, on a en Uruguay des plantations qui correspondent le mieux à ce que demandent les entreprises étrangères, les entreprises internationales de production. Qu'est-ce qu'elles demandent? D'abord, une propriété très concentrée, le fait de posséder plusieurs centaines de milliers d'hectares par entreprise. Ensuite, qu'on ait, comme on voit bien sur la carte, je pense que vous voyez très bien, des groupes, des régions très nettes de plantation, de façon à ce que, quand on cherche du bois, on a tout le bois à proximité de façon rapide.
Ça explique essentiellement pourquoi est-ce que Botnia s'est installé en Uruguay et pas en Argentine. Même s'il y a, je pense, dans la discussion, il y a d'autres théories qui circulent à ce sujet-là. Si Botnia s'installe en Uruguay, à mon avis, c'est simplement parce qu'elle possédait en propre plus de 100 000 hectares. Or, pour obtenir des prêts internationaux pour construire les usines, les financeurs exigent que l'entreprise garantisse un approvisionnement à long terme. Or, une entreprise de cellulose qui ne possède pas en propre ces plantations d'arbres serait dépendante de fluctuations du prix, de fluctuations de conflits éventuels. Or, du moment qu'elle dispose de ses propres plantations, elle est indépendante de ces fluctuations. Bien, l'autre thème qui est essentiel à comprendre en lien avec la sylviculture, c'est l'importance qu'a pris en Uruguay et en Argentine le thème de la sylviculture comme, pour aller vite, le thème, la sylviculture est assimilée au salut de ces régions marginalisées. Les gauchos du Rio Grande font un complexe par rapport à la fédération. Nous sommes marginalisés, nous sommes les moins dynamiques par rapport à la fédération brésilienne. Et il y a un discours qui est porté de façon très vigoureuse par la gouverneure actuelle et par tous les préfets, les chefs départementaux de l'État, disant la sylviculture est l'activité qui va nous permettre de nous remettre à niveau par rapport à la fédération, de sortir le Rio Grande de son campagne, surtout dans la partie sud, et de sortir de son sous-développement. En Uruguay, également, ce discours est très important et on présente la sylviculture comme la première véritable alternative crédible à la monoactivité pastorale des dirigeants à différents niveaux disent dans la sylviculture, c'est ce qui va vraiment nous permettre de diversifier les activités dans le campo et donc de nous rendre moins fragiles par rapport à la conjoncture internationale et ce genre de dynamique. Je pense que cet enjeu essentiel, le fait que le gouvernement ait fait de la sylviculture un cheval de bataille dans leur choix de développement territorial, a été largement sous-estimé en Argentine. Parce qu'en Argentine, la sylviculture, même si elle se développe actuellement très fortement, n'apparaît pas comme l'alternative miracle. Ni à missionner si un corriente interlios, c'est une activité parmi d'autres, dans un système, dans un espace rural qui est largement diversifié, beaucoup plus que l'Uruguay. Donc la sylviculture est importante, mais les dirigeants n'accordent pas une importance aussi forte que celle qu'on lui accorde en Argentine et en Uruguay. Donc ça explique en partie certains, je pense, raidissements du gouvernement uruguayen lorsque le conflit de Fragmentos remettait en cause cette option de développement. Alors, ce modèle de développement, pour aller très vite, pour le caractériser rapidement, c'est un modèle qui est très controversé, puisque tant socialement qu'environnementalement, il pose beaucoup de questions. La première question, c'est la question de l'emploi. La sylviculture remplace soit l'agriculture, soit l'élevage. On le présente comme la solution miracle à l'emploi dans les campagnes. C'est fort douteux. Je travaille actuellement un peu dans le sud du Rio Grande, justement à étudier les impacts locaux de l'implantation de plantations d'eucalyptus lupin. C'est assez complexe en termes d'emploi. L'autre élément essentiel de critique à ce modèle, c'est l'argument fiscal. Vous savez qu'on installe ce modèle sylvicole à partir d'exemptions fiscales très importantes. Les usines de cellulose produisent à partir de zones franches. Donc la question, c'est que reste-t-il à la fin au territoire en termes d'impôts? C'est souvent assez maigre. Enfin, le problème qui paraît essentiel, qui n'est pas encore assez soulevé dans la région, c'est la question de la dépendance, puisque dans ces régions que vous voyez ici, couvertes de ronds verts en Uruguay, la sylviculture est devenue presque la seule source d'emploi. Et donc, on a une question de dépendance des territoires par rapport à cette activité qui est très importante. Avec la crise actuelle, il y a une baisse drastique d'une part du prix de la cellulose. On est passé de $800 à $400 en un an, je crois. Et toute l'activité de production de bois d'œuvre, par les scieries, notamment dans le de Mission ici, encore dans le nord de l'Uruguay, on produit du pain. Toute une série d'ateliers, d'entreprises sont en train de fermer actuellement à cause de la crise internationale, de la crise mondiale. Les États-Unis étaient un importateur essentiel de bois pour construire des maisons. Il y a devenu des maisons qui se construisent actuellement aux États-Unis. Alors, autre élément de controverse sur le modèle de développement, c'est l'effet écologique, puisque la